Et on ouvre ce fil actu par le détail de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, accord entré en vigueur hier matin au Liban. Puisqu'après plus de 13 mois de conflit, la trêve négociée sous la conduite des États-Unis et de la France, mais sans le Hezbollah, doit permettre à des dizaines de milliers de civils libanais et israéliens de rentrer chez eux, et ce, en toute sécurité. En vertu de l'accord trouvé, les forces du Hezbollah doivent se retirer du sud du Liban afin que l'armée libanaise prenne le contrôle de la zone frontalière avec Israël. L'accord donne par ailleurs 60 jours à l'armée israélienne pour se retirer de cette zone frontalière entre les deux pays, le temps de permettre à l'armée libanaise et au casque bleu de la FINUL de se déployer comme force d'interposition. Et puis enfin, un comité approuvé par Israël et le Liban sera créé pour superviser et aider à la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. En attendant, Washington et Paris sont à la manœuvre pour obtenir cette victoire diplomatique et ils se sont engagés à veiller à ce que l'accord soit mis en œuvre dans son intégralité. Désormais, toute la question est de savoir si cet accord va et pour autant, rien ne laisse supposer qu'un tel accord soit possible entre Israël et le Hamas. Pire encore, pour les experts, à la suite de ce cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, il est possible de supposer que Gaza a perdu un soutien de taille et que cela va avoir pour conséquence d'affaiblir le Hamas et les autres factions combattantes à Gaza. Tsahal pourrait donc alors retirer ses troupes déployées au nord et renforcer sa présence dans l'enclave palestinienne. Mais au-delà de cela, les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis longtemps, chaque camp rejetant la responsabilité de l'impasse sur l'autre. Hier, aux États-Unis, les investisseurs ont dû faire face à un déluge de statistiques économiques. En ouverture, les marchés financiers ont digéré la seconde estimation du PIB américain au T3, la croissance de l'activité qui aurait été de 2,8% en rythme annualisé. Le communiqué publié par le département du commerce américain précise que la révision à la hausse des investissements par rapport à l'estimation précédente a été contrebalancée par une révision à la baisse des postes des exportations et des dépenses de consommation. Puis, c'est la mesure préférée de la Fed que les investisseurs ont dû digérer. L'indice PCE et l'inflation a légèrement augmenté en octobre. Les prix à la consommation ont grimpé de 2,3% sur un an, contre 2,1% en septembre. Sur un mois, en revanche, le taux d'inflation est resté identique à celui de septembre, à 0,2%. Un rebond qui pourrait compliquer les décisions à venir de la Réserve fédérale américaine. En France, l'heure est grave. Au lendemain de l'intervention de Michel Barnier, qui a mis en garde ses opposants qui seraient tentés de censurer le gouvernement, le marché obligataire s'est affolé. Alors que son gouvernement souhaite ramener le déficit public de 6,1% du PIB en 2024 à 5% en 2025, puis sous le plafond européen de 3% en 2029, il envisage surtout d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote les budgets de la sécurité sociale et de l'État. Mais l'utilisation de cet article laisserait la porte ouverte à une motion de censure de la gauche que le Rassemblement national menace de soutenir. Une situation qui ne plaît pas aux marchés financiers. Preuve en est le spread ou écart de taux entre l'obligation souveraine à 10 ans de la France et celle de l'Allemagne a atteint hier un plus haut de plus de 12 ans. Une inquiétude qui s'est également matérialisée par la chute du rendement de l'obligation française sous celui de l'obligation grecque. Une situation rare et hautement symbolique. Autre source de tension, l'annonce demain de la notation de la France par l'agence de notation S&P Global Ratings. Le marché s'attend à ce qu'elle baisse la perspective de note à négative, comme les autres agences, puisqu'en octobre dernier, Moody's et Fitch avaient maintenu la note française en l'assortissant cependant d'une perspective négative. Une situation qui ne devrait pas s'arranger, puisque selon plusieurs médias français, la pression monte petit à petit sur les épaules du président de la République pour sa démission. Et quand bien même il se tiendrait nettement en retrait de la scène politique française, depuis quelques jours, de nombreux élus soutiennent l'hypothèse de la démission du chef de l'État. Élus qui, traditionnellement, et vous le savez, sont soit des insoumis ou récemment certains élus RN. Mais la donne a changé récemment, puisque c'est le centriste Charles de Courson, rapporteur général du budget à l'Assemblée, qui a apporté sa petite contribution à ce sujet. Il a en effet appelé hier Emmanuel Macron à démissionner afin de respecter le vote des Français. Français qui, selon un sondage Elab, serait 63% à se prononcer en faveur de la démission du président Emmanuel Macron, jugeant sa responsabilité engagée dans la crise politique qui secoue actuellement le pays.
Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et les investisseurs européens, privés de leur boussole américaine pour cause de Thanksgiving, porteront leur attention sur l'inflation allemande à 14h et le dilemme budgétaire de la France qui sera le serpent de mer de la journée. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, le moral des investisseurs est ressorti mitigé. Les investisseurs français et allemands ont eu le moral en berne, alors que les investisseurs britanniques ont été plutôt optimistes. À Paris, l'indice phare parisien est mis sous pression par l'instabilité politique qui règne dans le pays et qui s'est traduit par une nette poussée des rendements d'État. Notons à ce sujet deux événements majeurs. Le premier, c'est le spread entre les rendements allemands et français qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 2012. Le second, c'est le taux d'emprunt de la France qui a dépassé pour la première fois celui de la Grèce. Un événement mineur mais hautement symbolique 10 ans après la crise de la zone euro. Le CAC 40 a ainsi lâché hier 0,72% à 7143 points, bien aidé en cela par le secteur bancaire sur fond de baisse des revenus et hausse des coûts. À Francfort, c'est pire encore. Alors que le modèle allemand prend l'eau, un modèle, je vous le rappelle, fondé sur les performances d'une industrie tournée vers les exportations, et bien hier, c'est la confiance des consommateurs dans la première économie de la zone qui a pétrifié les investisseurs. Indice qui a atteint un plus bas depuis mai. Résultat, le DAX a reculé de 0,18% à 19 261 points. À Wall Street, les investisseurs ont vu rouge. Les trois indices principaux ont été lestés par les résultats décevants de Dell et de HP qui pointent une faible demande des consommateurs pour les ordinateurs personnels. Des velléités baissières tempérées cependant par la publication de l'indice PCE qui est ressorti en léger rebond mais conforme aux attentes des économistes. Le Dow Jones a ainsi reculé de 0,31% à 44 722 points. Le S&P 500 a cédé 0,38% à 5 998 points. Quant au Nasdaq, il a plié de 0,6% à 19 060 points. En Asie, ce matin, les principaux indices actions ont chuté alors que l'inflation américaine s'est légèrement reprise et que les inquiétudes géopolitiques ne s'atténuent pas. Pour autant, le Nikkei a lui gagné 0,56% à 38 349 points, porté par les secteurs des services, des transports et de l'industrie pharmaceutique. Sur le marché des taux souverains, les obligations françaises ont également chuté hier, portant la prime que le gouvernement paie pour les emprunts à long terme à son plus haut niveau depuis la crise de la dette de la zone euro de 2012. Le spread entre rendement obligataire allemand et rendement obligataire français était hier de 85,7 points. Sur le marché du pétrole, les prix sont restés stables hier, tiraillés entre un rapport montrant une timide reprise de la production aux États-Unis et la perspective d'un maintien des quotas de production du cartel OPEP+. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a grappillé 0,03% à 72,83 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il s'est lui effrité de 0,07% à 68,72 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 28 novembre et juste après, comme promis, nous retrouverons Éric Seban. Éric Seban qui va nous expliquer si la baisse hier sur l'indice phare allemand est de nature à revoir les plans, les stratégies des investisseurs. A tout de suite sur Téléfinance.